Qu'est-ce que l'État d'Israël dans le contexte politique actuel? La question se pose de façon tangible, urgente même, alors que le pays est fracturé comme jamais sur ce qu'il est, son avenir, son identité et aussi bien sûr ce qu'il représente à l'étranger pour les Juifs en galoute, en diaspora. Qu'est-ce que l'État d'Israël? C'est la question à laquelle répond l'État de l'exil, sous-titré Israël, les Juifs, l'Europe, paru aux presses universitaires de France, le dernier ouvrage de Dany Trom, sociologue chargé de recherche au CNRS et chercheur associé au Centre d'études juives de l'École des hautes études en sciences sociales. Bonjour Dany Trom. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. L'État de l'exil, c'est le titre de votre livre. Et cet État, c'est Israël qui justement est censé émanciper les Juifs de leur exil. Alors expliquez-nous. Alors, est-ce qu'il est censé émanciper les Juifs de leur exil? C'est là toute la question. Si le livre s'intitule « L'État de l'exil », c'est que précisément, il y a une équivoque. Est-ce que l'État émancipe les Juifs de leur exil? Ma réponse est non. L'État vient s'inscrire dans une équation qui est toujours la même, qui est celle de l'exil, et il vient y prendre place. C'est pour ça que le livre s'intitule « L'État de l'exil » et non pas « l'État qui mettrait fin à l'exil ou qui viendrait annuler l'exil ». L'exil fait donc partie de l'État. L'État fait partie de l'exil. Et c'est un peu l'inverse que j'essaye que je soutiens dans le livre. La naissance de l'État d'Israël est venue s'ajouter et non pas abolir est venue enrichir la configuration de l'exil, en ce sens qu'il existe désormais un État associé au nom d'Israël, donc associé au nom des Juifs, qui va devoir régler sa relation avec les Juifs qui sont précisément pas dans l'État. Or, ce qui est intéressant là, c'est que, bien entendu, des Juifs peuvent être étatisés. Ils le sont en France, l'ont été en Allemagne ou en Grande-Bretagne, aujourd'hui aux États-Unis. Donc, il y a des Juifs étatisés qui sont citoyens de leur État. Il y a des Juifs étatisés dans l'État d'Israël qui sont citoyens de leur État et citoyenneté qu'ils partagent avec des non-Juifs qui sont essentiellement les Arabes israéliens ou les Arabes palestiniens israéliens. Mais le peuple juif ne peut pas être étatisé. Et là, on entre dans toute la difficulté et la complexité de savoir ce qu'est l'État d'Israël. Parce que ce qu'on apprend dans votre livre, en fait, c'est qu'au départ, quand l'État d'Israël est créé, il se crée dans une incomplétude, et c'est ça qui fait qu'il n'a pas de constitution. Exactement. L'État naît dans la conscience de son incomplétude, c'est-à-dire, en principe, avec la naissance de l'État d'Israël, il semble, et c'est un peu la doxa qui le dit, que le mouvement sioniste a atteint son but, mais en fait, le sionisme ne peut pas être pensé autrement que comme une dynamique, et une dynamique qui n'a pas de clôture. Et effectivement, ce qu'il s'est passé dans la première Knesset, quand la Constitution est venue à l'ordre du jour, parce qu'elle devait venir à l'ordre du jour, c'était une exigence de l'ONU qu'un nouvel État soit doté d'une constitution. Et d'ailleurs, les dirigeants le leadership de l'État d'Israël, dès le début, de manière consensuelle, voulaient promulguer une constitution, mais ils se sont heurtés à un problème qui n'est pas du tout comme on le pense, ou qui n'est pas d'abord comme on le pense. La question du réglage des rapports entre laïcs et religieux qui à l'époque formaient quand même une minorité assez ténue, ce n'était pas ça du tout, ce n'est pas cette espèce de statu quo pour éviter une Kulturkampf à l'israélienne qui a joué. Ce qui a joué... Kulturkampf, c'est-à-dire le combat entre laïcs et religieux. Exactement, voilà. Disons la lutte, la guerre, le conflit entre laïcs et religieux, ce n'était pas ça qui primait. Ce qui primait, et ce qui a été l'obstacle principal, c'est
le fait que les députés se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas parler au nom, alors, d'une nation en devenir qui était en attente de vagues migratoires, et donc ils ont considéré qu'ils n'étaient pas une constituante légitime et qu'il fallait donc repousser la confection d'une constitution. Et la confection d'une constitution a toujours été repoussée, ce qui fait qu'on se retrouve un peu dans la situation politique actuelle compliquée en ce moment. Et c'est ça aussi qu'éclaire votre livre. Vous parlez du sionisme, c'est le terme que vous avez employé, comme une dynamique qui n'a pas de clôture. À l'époque des accords de paix d'Oslo, la gauche a voulu établir des frontières précise au pays. Elle a échoué. La droite et la droite radicale, ce qu'elles souhaitent définir dans leur forme récente, c'est une identité juive précise, délimiter les juifs. Est-ce que ce double objectif, et l'un et l'autre, sont finalement voués à l'échec, et pourquoi ? Je ne sais pas s'ils sont voués à l'échec, mais en tous les cas, le projet que porte le gouvernement actuel, qui est probablement en train de vaciller, mais ce qu'il porte, c'est, disons, un projet qui est contraire à l'esprit du sionisme tel qu'il a irrigué la naissance de l'État d'Israël, et en particulier la déclaration d'indépendance de l'État, qui est en somme le seul document solennel dont cet État dispose. L'État n'a pas d'identité, et c'est ça qu'il faut comprendre. L'État d'Israël n'a pas d'identité parce qu'il ne s'est pas donné une constitution. Donc la constitution, c'est la carte d'identité d'un État. On dit qui est mais la déclaration d'indépendance, c'est la carte d'identité aussi. Oui, mais elle n'a pas de valeur constitutionnelle. Elle a été bricolée à la hâte, déclamée par Ben Gurion au musée de Tel Aviv et radiodiffusée. Elle n'a pas de valeur constitutionnelle. Et donc, le Parlement, en renonçant à se donner une constitution, plutôt en repoussant le projet toujours à plus tard, a suivi un chemin qui consistait à promulguer des lois fondamentales qui peuvent être modifiées à la majorité simple et qui sont donc dépendantes des aléas politiques. Raison pour laquelle on se trouve dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Mais il est important de souligner que sans constitution, l'État d'Israël a très bien fonctionné dans le sens où c'était une espèce de multiplicité d'États, une société très fragmentée qui pouvait se reconnaître dans quelque chose qui n'était pas défini. Quand vient la nécessité de la clarification, et cette nécessité est dangereuse pour l'État d'Israël, on le voit aujourd'hui, c'est en fait le flou a été le mode le plus efficace d'existence de cet État, et c'est le moment de sa définition qui est le moment le plus dangereux. Pourquoi ? C'est à cause de la multiplicité des Juifs dans leur culture, dans leur vie, dans la diaspora, c'est ça qui crée ça ? Non, c'est pas simplement le fait qu'il y a multiplicité, c'est le fait que la condition de possibilité de création de l'État a été de ne pas définir exactement ce qu'il est, afin que... Ça pourrait évoluer, on pourrait dire. Ça pourrait évoluer, et ça évolue en ce sens qu'il y a eu quelques tentatives d'ailleurs, la commission qui est au travail aujourd'hui est une commission de la Knesset qui s'appelle, c'est une commission qui s'occupe de la Constitution. Donc en fait, la Constitution est toujours en devenir, est toujours à l'horizon, mais la grande difficulté consiste dans le fait qu'il y a aujourd'hui polarisation en deux camps. Les camps sont hétérogènes des deux côtés, même la coalition est très hétérogène. Mais il y a aujourd'hui une polarisation qui donne le sentiment à un des camps d'être en quelque sorte, de se voir imposer dans ce vide une définition de l'État d'Israël qu'elle n'a pas choisi. D'où le conflit qui prend une dimension existentielle. Ce conflit qui prend une dimension existentielle, il interroge aussi sur
l'État d'Israël en tant qu'État abri, puisqu'il est question de clairement définir ce qu'est un juif, en tout cas dans les projets du gouvernement, ce qui exclurait par exemple les personnes qui ont vécu dans des pays où ils ont complètement été coupés de leur culture juive, comme ça a été le cas en Union soviétique. Absolument. Par exemple. C'est exactement la raison pour laquelle je dis que ce genre de projet porté par le gouvernement, qui n'a pas pour l'instant été formulé clairement, mais ce genre de projet qui consiste à modifier la loi de retour dans sa définition actuelle est radicalement opposé à l'esprit du sionisme. Le sionisme reposait sur l'expérience des Juifs en Europe et le mot juif ne devait pas être défini. Quiconque était menacé, en danger, désigné comme juif avait un droit à l'immigration. Et l'État d'Israël, quand il promulgue la loi du retour, il se déleste lui-même de sa souveraineté en disant ce sont les Juifs qui ont un droit. C'est pas Israël qui donne qui a un droit sur les Juifs, c'est les Juifs qui ont un droit sur l'État d'Israël. Ce droit, c'est un droit d'immigration. Alors, il faut bien comprendre que dans la perspective de cette droite sioniste ou ultranationaliste, dans leur perspective, la terre sacrée et la définition du juif comme étant strictement halachique, dans les deux cas, c'est une manière de couper avec l'expérience des Juifs d'Europe. Les Juifs d'Europe ont été une minorité et donc on subit la condition minoritaire, quelle que soit la définition qu'on donnait d'eux ou qu'ils se sont donnés d'eux. De même que pour eux, pour le mouvement sioniste, la terre d'Israël était un bien relatif et non sacré. Les deux projets coïncident. Terre sacrée, définition halachique des Juifs, les deux sont en contravention avec l'esprit du mouvement sioniste, et c'est la raison pour laquelle on assiste à une telle polarisation de la vie politique israélienne. Il y a aussi quelque chose qu'on apprend en lisant votre livre. Ce sont les juristes qui participent à la rédaction de la déclaration d'indépendance. Et beaucoup sont investis dans la naissance du droit humanitaire, l'attention aux réfugiés. Par exemple, effectivement, dans ce que vous venez d'exprimer sur la loi du retour, est constitutif de l'État d'Israël. Et ça interroge aussi en ce moment sur les relations conflictuelles qu'a Israël avec certaines commissions des droits de l'homme de l'ONU, etc., alors que les juristes qui ont constitué la déclaration d'indépendance et qui ont participé, en fait, sont partie prenante dans ce droit humanitaire. Oui. Ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est, en somme, pour le résumer, que l'on prenne la perspective de la politisation des Juifs que fait Herzl, d'une part, que l'on prenne le contexte de la naissance d'un sionisme d'inspiration socialiste à l'est de l'Europe. La politisation des Juifs qu'on appelle sionisme, qui est une politisation parmi d'autres, elle, et c'est ça la thèse du livre, relève moins du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes que du droit des minorités à être protégées. Et c'est la raison pour laquelle, si on regarde la manière dont la déclaration d'indépendance a été rédigée, on voit là que s'y sont impliqués des juristes pour qui la valeur suprême était le droit des minorités à être protégées. Et dans le cas des Juifs, cette protection supposait la forme État. Donc l'État n'est qu'une conséquence du droit des minorités à la protection et ne découle pas directement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La déclaration, pour finir, le texte final accumule les justifications. Il dit que les Juifs ont droit à l'autodétermination, il dit que l'État d'Israël est un État abri pour les Juifs, mais il dit que l'État d'Israël sera l'État de tous les citoyens juifs et non juifs. Il dit aussi que toutes les libertés seront protégées. Il dit que l'État recherchera la paix avec ses voisins. Et donc, c'est ce qui, à mon sens, distingue l'État d'Israël dans le monde des États-nations. C'est le seul État qui naît du droit
international à la protection des minorités et non pas du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça fait une très grande différence parce que le sens même du mot État résonne de manière complètement différente dans un cas ou dans l'autre. Maintenant, il faut que l'État d'Israël se montre à la hauteur naturellement de cette tâche et de ce prototype d'État, ce qui, à l'évidence, n'est pas une affaire simple. Merci beaucoup, Dany Trom. Donc, votre dernier livre, L'État de l'exil, sous-titré Israël, les Juifs et l'Europe, est paru aux presses universitaires de France. Vous êtes chargé de recherche au CNRS et chercheur associé au Centre d'études juives de l'École des hautes études en sciences sociales. Merci. Merci à vous.